qu'un slogan, une réalité. La République de Djibouti est une terre d'échange, de rencontres et de partage. Au croisement de multiples civilisations actuelles ou passées, Djibouti offre aux curieux un amalgame de cultures, d'horizons et de perspectives. Sur ces terres, les échanges auront été constants. Jamais, à aucun moment de l'histoire, cette contrée n'a souffert de repli sur soi ou d'isolement. Des siècles de mouvements, d'allées et de venues, de contacts que l'on peut faire remonter jusqu'à l'Égypte antique. La civilisation grecque qui a baptisé les habitants de cette région d'Éthiops, littéralement les hommes à la peau brûlée, sans oublier la grande civilisation arabo-musulmane, l'Empire ottoman et bien sûr les puissances coloniales. Une terre d'échange donc avec les autres, mais également en son sein à travers ses différentes communautés. Celle-ci, au nombre de 3, Somalie, Arabes et Afar, constitue une richesse dans le patrimoine culturel du pays, chacune apportant sa singularité et son influence dans des interactions avec les autres. Dans la culture afar, la danse tient une place importante et accompagne les moments importants de la vie. La danse, l'allé, exécutée exclusivement par des hommes, ou la danse malabo, exécutée exclusivement par les femmes, accompagne par exemple les cérémonies de mariage. Dans le registre traditionnel afar, on trouve des joutes, des chants de louanges, comme le frassare ou galisare. Chez les Somalis, la danse la plus connue est certainement le wilwilé. Il s'agit d'une danse guerrière stratégique inventée par le général traditionnel Ali Kalageye. Elle est jouée pendant les périodes de festivités culturelles et nationales à Djibouti. Cette danse est représentée par les guerriers pour simuler à la fois des gestes festifs et guerriers tout en portant leurs armes, les lances, les poignards ou les boucliers. Encerclés par une horde de guerriers, 2 danseurs ou 4 se suivent en tournoyant et gambadent en harmonie tout en brandissant leurs armes avec des mouvements brusques qui rappellent un duel. La littérature traditionnelle somalie accorde une place importante à la poésie dans plusieurs formes de versification. Le gabay, poème épique, est considéré comme la forme la plus prestigieuse et est généralement composé par des hommes. Le burambur est sa contrepartie pour les femmes. Il est subdivisé en sous-genres qui sont le hoyal ou le hobeyo, la berceuse, et le sitat, poème religieux. Le burambur est souvent déclamé lors des mariages. Dans la littérature afar, nous distinguerons le kasso, une forme de poésie avec rime rythmée par un applaudissement avec refrain. Les auditoires animent une ovation. Le contenu du kasso peut être une métaphore afin de critiquer les dérives d'une tribu ou une attaque diverse contre une personne pour dénoncer ses agissements. Les poètes spécialistes improvisent les vers sur place parfois. Les contenus est envoyé sous forme de messages. Il y a également le Ibn Orobi. C'est des chants afars très anecdotiques.
Issue d'une immigration, la communauté arabe djiboutienne est très présente dans la capitale, notamment dans le commerce, dans le transport maritime et la pêche. Ils se sont installés d'abord sur le long du littoral entre Obok et Zeila. Avec la fondation de la ville de Djibouti par la Garde, les Arabes ont été les premiers à s'installer dans la nouvelle capitale. Ils étaient pionniers dans la construction de cette nouvelle ville. Vivant avec plusieurs communautés nationales et d'autres communautés issues de l'immigration européenne, asiatique ou autre, la communauté arabe a gardé sa culture traditionnelle, dont le folklore, avec la danse Dana Dana interprétée lors des cérémonies ou les grandes occasions. La République de Djibouti fut un pays colonisé depuis 1862, suite à une traite signée avec le chef traditionnel. Léonce Lagarde, commandant chargé de cette mission administrative du pays à partir de 1881. Il construisit des hôpitaux, des écoles évangéliques et de petites infrastructures ainsi que l'actuelle présidence. Le palais présidentiel est l'un des plus anciens édifices de la capitale. Il est situé au bord de la mer, à l'ouest de la ville. Il a été construit par des Français, Arméniens et Yéménites. Son architecture reflète un style mauresque. Autre édifice bien connu des Djiboutiens, la mosquée Hamoudi, située en plein centre-ville. Elle a été édifiée par des marchands arabes, plus précisément par Hamoudi, un riche commerçant de Hadramout en 1906. Cette mosquée n'est sans doute pas la plus grande, ni même la plus ancienne, mais certainement la plus connue. Au regard de son emplacement, au centre de la capitale et de sa proximité avec le grand marché, la mosquée Hamoudi est restée plus d'un siècle la destination des fidèles pratiquants. Cela témoigne de l'héritage islamique et arabe de Djibouti. Dernière catégorie du bâtiment donnant une idée du patrimoine architectural de la République de Djibouti, les villas du plateau du Serpent dans cette bâtisse symbolique. Cette villa représente le pavillon résidentiel à l'époque coloniale. Elle abrite aujourd'hui le Conseil constitutionnel. On peut également évoquer l'ancienne gare de Djibouti, la maison du tabac d'inspiration indienne, ou encore l'école franco-islamique, construite en 1932 par des Yéménites. En marge du patrimoine exclusivement urbain, les habitations traditionnelles somali et afar continuent d'exister. Les daboïtas en afar, toukoul ou boul en Somalie se perpétuent en milieu rural. Il est à noter bien sûr que cet habitat traditionnel tend à reculer en raison de l'urbanisation et de la sédentarisation progressive des habitants. Autre volet incarnant la culture djiboutienne, l'artisanat. Celui-ci symbolise le plus la mentalité nomade des communautés qui peuplent Djibouti. Tout en haut de ces artefacts, nous retrouvons le bilaoué en Somalie, afarguilé en afar. Petite épée ou dague avec une poignée en corne de buffle, en fer ou en acier durci, cette arme est utilisée dans les combats rapprochés et le corps à corps. Elle est protégée par fourreau en cuir et est portée sur une ceinture autour de la taille. Il est peu aisé de différencier les poignards des Somalis de ceux des Afars, car les deux communautés en portent. L'artisanat djiboutien est riche et en faire le détail serait trop lent, comme même les gourdes, weiso ou aibo, les appuis-têtes barkin ou afleita, les présents à l'occasion des différentes cérémonies. Pour finir avec le patrimoine, l'aspect culinaire, la gastronomie dévoile une approche spécifique dans l'élaboration des plats traditionnels. Cependant, certains aspects de la cuisine de Djibouti sont prévisibles. La spécialité nationale, le kabri farci, est un héritage du pastoralisme nomade. Mais ce qui comble l'estomac et réjouit l'âme des Djiboutiens, ce sont essentiellement le riz, les pâtes, la viande grillée ou rôtie. Djibouti a une superficie totale de 23 200 km². Ses frontières s'étendent sur 506 km, dont 113 km sont partagés avec l'Érythrée, 337 km avec l'Éthiopie et 58 km avec la Somalie. Le pays comprend 314 km de côte. Connue sous le nom de terre d'échange et de rencontres, la République de Djibouti est toutefois un pays avec un climat aride, chaud et inhabituel pour des latitudes aussi basses que celles de Djibouti. Se perdre sur les terres tourmentées de Djibouti, c'est chausser les lunettes du géologue et embrasser la sensation rare du pionnier. 1h30 sont nécessaires pour rejoindre le site chaotique du lac du Sel qui attire géologues et vulcanologues du monde entier. Sur la route, l'œil embrasse des espaces immenses, vibrants de chaleur et de poussière, où vents et mirages ont élu domicile.
Un spectacle hallucinant qui confère à ces terres déchirées un aspect apocalyptique de toute beauté dans un chaos de failles et de lave. Et soudain, au fond de la dépression, à 153 mètres au-dessous du niveau de la mer, dans un prodigieux décor de lave noire et de concrétion saline, le lac se dessine comme une émeraude enchâssée dans les montagnes, prolongée par une banquise de sel de 65 km² et des sources d'eau chaude. Le contraste des couleurs y est somptueux. Entre le blanc immaculé de la banquise, les eaux sombres du lac et les teintes tantôt ocre et noires des montagnes. Au milieu de ce chaos vivent pourtant des hommes. Avec un peu de chance, il est possible d'apercevoir des sauniers chargeant les blocs de sel sur leurs dromadaires, direction l'Éthiopie. La promesse d'un moment hors du temps. À l'extrême pointe du golfe de Tadjoura, le Goubet El Kharab est une anse magnifique et inquiétante dominée par l'île du Diable, un dôme impressionnant qui a jailli au milieu de la baie lors des mouvements tectoniques liés à la formation du rift d'Assal. Accessible par la route qui le domine ou en bateau, le Goubet a toujours pâti d'une réputation maléfique, à telle enseigne qu'aucun pêcheur djiboutien n'y risquerait encore aujourd'hui son embarcation. Les amateurs de sensations fortes peuvent poursuivre plus loin, jusqu'au site préhistorique de Balhou, à 80 km au nord du lac Assal, et ses peintures rupestres récemment découvertes. Chacun pourra constater sa fragilité en un lieu peu foulé par les hommes. À une journée au départ de la capitale, après avoir traversé le désert du Grand Bara et la ville de Dikil, le lac Abbé dévoile ses paysages lunaires aux yeux ébahis. Une véritable forêt de cheminées calcaires en forme d'aiguille pouvant atteindre 50 mètres, entourée de sources d'eau bouillonnantes, laisse échapper de nombreuses fumerolles aux senteurs de soufre qui offrent aux voyageurs le spectacle insolite d'un monde fantastique. Ces alignements déchiquetés de calcaire dissous, concrétisés au contact de l'eau froide, ont été sculptés par la remontée des vapeurs du magma souterrain. Ce paysage est littéralement unique sur la surface du globe, puisque pour contempler des structures similaires, il faudrait plonger au fond de l'océan Pacifique, là où se croisent les grandes plaques tectoniques. Quand l'horizon s'aplanit ou que le chaos minéral s'apaise, un autre Djibouti se fait jour, fait de verdure et de fraîcheur. La forêt du Daï. L'oasis de Bankwalé et sa jolie cascade qui coule en toute saison alimentent des jardins verdoyants dominés par des palmiers caractéristiques de la région, couronnés d'un épais bouquet de feuilles dressées en éventail. Depuis ces jardins paradisiaques s'étirent les contreforts de la région montagneuse du mont Goda entre 1200 et 1700 mètres qui bénéficient d'un climat doux, sanctuaire de nombreuses espèces animales et végétales. Au sommet de la montagne, la forêt du Daï est le dernier vestige africain de la forêt primaire du Sahara avant la désertification. La ville d'Obok est le point de départ des excursions vers les mangroves de Godoria et Khor Angar, le phare de Rasbir et le site volcanique exceptionnel de Ras Doumera et Rassiane. Dans l'arrière-pays, les Mablas, massifs verdoyants au climat tempéré, encore très peu fréquentés, sont coiffés de la seconde forêt du pays. Comme dans la forêt du Daï, les espèces végétales semblent des survivantes des temps préhistoriques. Certains sites comme l'archipel des Sept Frères, le tomban d'Obok, les îles Moucha et Mascali, la plage des Sables Blancs et le Goubet sont de véritables jardins botaniques. La température, toujours supérieure à 22 degrés Celsius, la salinité, la clarté et la pureté de la mer présentent les conditions idéales du développement luxuriant de récifs coralliens peu profonds aux 1000 couleurs dont les hôtes se caractérisent par la diversité, la richesse, l'élégance, la délicatesse, la singularité de leurs formes. Aucune description ne peut rendre compte de l'exubérance des teintes qui s'offrent à l'œil. L'incroyable foisonnement et la densité inédite des fonds marins djiboutiens en font un assemblage d'habitats uniques. C'est une petite île semi-désertique de la République de Djibouti, à l'entrée du golfe de Tadjoura, à une quinzaine de kilomètres au large de la ville de Djibouti. L'île Moucha possède une mangrove de palétuvier et est principalement connue pour la beauté de ses fonds sous-marins et comme site de plongée. Quelques petits îlots et l'île de Mascali se trouvent à proximité de Moucha. L'ensemble étant quelquefois nommé les îles Moucha, il constitue la partie émergée d'un récif corallien. Bankwalé, terre enclavée. En quelques heures, la mer semble oubliée.
Dans cette région de moyenne montagne ne demeure qu'un paysage de pierre, un univers minéral ponctué de quelques villages hirsites comme Miraculé, quelques simples cases, tout coule de palmiers et de bois. L'été, les citadins de Djibouti viennent y respirer un peu de fraîcheur. L'hiver, c'est au tour de quelques rares touristes ou randonneurs. À Djibouti, les fonds sont intacts, en raison d'une activité de plongée peu importante. Ainsi, les fonds sont préférés à ceux de la mer Rouge. Le requin-baleine, Rhincodontypus, est sans aucun doute la créature marine la plus spectaculaire de la planète, avec ses 12 à 15 mètres de longueur et un poids pouvant atteindre 12 tonnes. De novembre à mars, Djibouti devient le rendez-vous incontournable pour l'observation de ces géants. La baie d'Arta-Plage est en effet l'un des rares endroits au monde où des concentrations de requins-baleines apparaissent dans les eaux proches du rivage où ils se laissent facilement observer et photographier. Palmes, masques et tubas suffisent largement pour rencontrer ces squales stupéfiants de grâce et de beauté. Totalement inoffensifs, évoluant la gueule ouverte pour absorber le plancton, ils ont aussi la particularité d'être très joueurs. Plonger et nager à leur côté est tout simplement magique. Conscientes de l'importance de ces géants des mers pour le développement du tourisme djiboutien, les autorités ont pris toutes les dispositions nécessaires pour garantir leur protection sur décret présidentiel datant du 22 avril 2004. Dans les eaux du golfe de Tadjoura et de la baie du Goubet, les coraux connaissent des conditions idéales pour leur développement le plus complet et le plus luxuriant. Les spécialistes de la plongée sous-marine et de la vie sous les mers considèrent certains sites comme de véritables jardins botaniques dans lesquels la vie se manifeste avec la plus grande intensité. Ici, plus qu'ailleurs, la culture est une donnée fondamentale, un enjeu. Elle définit, caractérise non seulement le citoyen, mais aussi la nation tout entière. Dans le contexte régional qui est le sien et dans les événements qui ont marqué sa propre histoire, Djibouti ne peut que rester attaché à ses valeurs de paix, de tolérance, d'hospitalité à l'égard des peuples voisins. En ces temps où le progrès ne cesse de tendre vers l'isolement, l'individualisation exacerbée, on peut s'interroger sur la postérité de ces valeurs et la question de leur transmission. À son échelle, la République de Djibouti a ses problématiques et y répond en impliquant la jeunesse à travers l'éducation, vecteur de transmission universelle.